Donc je suis avec Joe Cohen, que je connaissais déjà par ses vidéos, qui circulaient sur Internet, et il m'a accordé une interview exclusive, on va dire. Et donc... et amicale. Oui, parce qu'en fin de compte, on se connaît depuis une quarantaine d'années, évidemment, on s'était perdu de vue, mais enfin, il m'a connu à mes débuts, quand il lui-même n'était pas encore dans l'astrologie. Tout à fait. Il avait rencontré, je devais avoir à l'époque quelques 20 ans, 22 ans, et déjà j'étais dans l'astrologie. Donc c'est un grand témoin de ma biographie. Oui, de ton parcours. Alors je ne sais pas, est-ce que tu as un vague souvenir, mon cher Joe, de ces premières rencontres, de ces premiers contacts avec l'astrologie à travers moi-même dans un centre culturel Disons que le souvenir que j'en ai gardé, c'est que tu étais une personne enthousiaste, qui parlait d'un monde que j'ignorais complètement, c'est-à-dire le monde je dirais, des planètes, de leur influence sur la vie des gens. Et pour moi, c'était du chinois, je ne vais pas dire de l'hébreu, parce que nous étions dans un centre hébraïque, mais pour moi, c'était du chinois. Mais est-ce que tu te souviens, parce que moi, tu sais, j'en oublie. Parfois, ce qui est intéressant avec les témoins, c'est qu'ils n'ont pas oublié des choses que nous, on a oubliées, parce que tellement de choses sont passées. Est-ce que tu te souviens de la substance de mes propos sur l'astrologie? Parce que là, vraiment, je suis très curieux de savoir qu'est-ce que je pouvais raconter à l'époque et comment je pouvais en parler. Je crois que l'idée que j'en ai gardée, c'est que beaucoup de gens contestaient l'astrologie en tant que sujet d'intérêt, et toi, tu essayais au contraire de dire que nous étions tous sous l'influence des planètes, et que l'astrologie faisait partie aussi quelque part de la culture hébraïque. Voilà, parce qu'à l'époque, je préparais une thèse déjà. Voilà, et c'est vrai que dans notre milieu, disons, traditionnel juif, l'astrologie est plutôt mal vue. Mais ça s'inscrit dans un courant général d'une société qui a rejeté, en fait, plus ou moins largement l'astrologie et ce qu'elle peut représenter. À la fois, disons, comme moyen de scruter le futur pour voir éventuellement les événements qui peuvent arriver dans la vie d'une personne, mais en même temps comme moyen pour remettre les gens, je dirais, dans ce que les Indiens appellent le dharma, c'est-à-dire quelque part le droit chemin, de les reconnecter à leur source profonde, c'est-à-dire les remettre dans un travail spirituel. Et en fait, bon, l'astrologie, avec le temps, s'est beaucoup éloigné de ce modèle, qu'elle soit d'ailleurs, il y a toutes sortes d'astrologie grecque, égyptienne, arabe, kabbaliste, etc. Et beaucoup se sont éloignés, je dirais, du message quelque part spirituel. Mais c'est quelque chose qui est en train probablement de revenir en partie. Et alors toi-même, comment est-ce que au bout de combien de temps tu m'as rejoint dans cette passion Alors, disons que... sans me connaître, sans qu'on reste en contact. Voilà, le cursus, c'est un cursus qui s'est fait, je dirais, un peu au gré des hasards, si on peut s'exprimer ainsi, parce que nous, on ne croit pas tant au hasard. Disons que dans les années 80, j'ai fait un voyage en Inde qui a duré plusieurs mois, puisque j'y suis resté... Enfin, le voyage a duré en gros une année, on va dire, et que c'est le genre de voyage dont on revient avec plein de questions et plein de réponses, et forcément on en revient transformé. Donc moi, après ce voyage, j'ai commencé à pratiquer des techniques de méditation, et petit à petit je me suis en fait trouvé dans une démarche, disons, très connectée avec le Veda. Et donc ça remonte début des années 80, et puis voilà, de fil en aiguille, le Veda, l'Ayurveda, l'astrologie védique, et ainsi de suite. Donc là, tu apportes un distinguo, tu dis l'astrologie est védique, elle n'est pas forcément indienne. Pour moi, elle est védique, c'est-à-dire... tu peux nous expliquer oui. C'est un problème de littérature. Oui, c'est pas juste un problème de je dirais, en surface, hein. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est d'abord que le Veda est quelque chose d'universel. C'est-à-dire les Indiens ne sont pas... Ils sont, on va dire, les gardiens du Veda, parce que le Veda s'est développé à partir de l'Inde. Mais la connaissance du Veda, le Veda est une vraie science. Elle a un statut de science qui dépasse en fait
le statut de notre science moderne. La science objective, disons, qui est aujourd'hui omniprésente, hein. On a tous notre petit téléphone mobile dans la poche, on utilise des technologies de ceci, de cela, on a des avions, on fait mille et une choses. Cette science, elle s'est développée sur la base de connaissances qui sont issues du Veda. Sans le système de numération qui vient du Veda, apporté en Occident par les Arabes, à travers leur conquête, eh bien, il n'y aurait pas eu de science possible, parce que le système hexadécimal qu'utilisaient les... Donc le Veda est une science. Le Veda est une science. Et je vais te dire juste en quelques mots la différence qu'il y a entre la science du Veda, qu'on peut appeler la science védique, et la science moderne. La science moderne est basée sur une séparation entre le sujet et l'objet de connaissance, fondamentalement. Bien que, quand on regarde par exemple la mécanique quantique, on voit que ce principe fondamental a été quand même sacrément secoué, puisque on a en mécanique quantique, je dirais, la possibilité qu'une particule soit là et ne soit pas là à la fois. Donc oui. on a un processus donc, qui montre que, en fait, cette notion de séparation entre le sujet et l'objet peut être remis en cause. Dans la science védique, c'est une science qui repose sur, en fait, tous les états de conscience. L'état de conscience de veille, qui est celui où on a la séparation entre le sujet et l'objet, jusqu'aux états de conscience les plus élevés, qu'on appelle les états de conscience d'unité, où il n'y a plus cette séparation entre le sujet et l'objet. Et donc, dans la science védique, le sujet, l'objet et le processus de connaissance, donc qui relie le sujet à l'objet, sont complètement confondus, et c'est ce niveau, en fait, de la réalité humaine qui est le niveau de l'absolu, où, je dirais, il y a tout un domaine de connaissance qu'apporte le Veda. Donc le Veda, on va dire, c'est comme un surensemble, quelque part, de la science moderne. Et quand on regarde en détail, la science moderne converge sur beaucoup d'éléments avec les visions de la science védique. L'autre fois, on avait parlé, bien sûr, de la convergence qu'il pouvait y avoir déjà au niveau de l'absolu, c'est-à-dire l'existence d'un champ unifié à partir duquel émergent toutes les lois de la nature. Donc c'est les travaux d'Einstein avec l'unification des quatre grandes forces, donc la gravité d'un côté, l'électromagnétisme de l'autre et les interactions faibles et fortes au niveau atomique. Donc ces quatre forces émergent d'un niveau plus fondamental, et donc c'est la théorie des supercordes qui est largement, je dirais maintenant, reconnue dans les milieux, bien que ce soit purement théorique, il n'y a pas de... Alors là, tu viens de parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, au niveau de l'astrologie, c'est ce quaternaire là. Tu peux y revenir parce que je voudrais qu'on fasse un commentaire là-dessus. Donc tu as dit qu'il y a deux, sur les quatre, il y en a deux qui sont vraiment centrales, et les autres qui sont des interactions. Les interactions, c'est-à-dire les interactions faibles, et puis les interactions, par exemple, entre les électrons, les protons, etc., c'est ce qu'on appelle les interactions faibles, et les interactions fortes, c'est ce qui maintient le noyau, je dirais, ensemble. Donc ça veut dire c'est le niveau des... On peut peut-être faire un dessin, si tu veux. Parce que moi, je voudrais je m'intéresse beaucoup à ce schéma, parce que je pense que c'est en rapport avec les équinoxes et les solstices. Alors, voilà, pour dire les choses simplement, il y a ce niveau donc, où nous avons les quatre forces fondamentales de la nature, donc ici la gravité, l'électromagnétisme, les interactions faibles, et interactions fortes. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et ces quatre forces sont connectées, elles émergent d'un niveau fondamental, qui est le niveau de l'absolu, si on veut prendre des termes philosophiques, c'est aussi le niveau, on va dire, du champ unifié quand on se place dans une perspective scientifique. Hein, donc c'est comme dans l'électromagnétisme, des choses qui ne sont pas visibles, on met un aimant et on met de la limaille de fer tout autour et on obtient le champ magnétique qui existe tout autour de l'aimant.
de la même façon, donc, ces forces émergent d'un champ unifié, à partir duquel, en fait, tout se développe avec des niveaux de manifestation. Alors, voilà, attends, que je comprends. Le G, ça veut dire quoi? C'est gravitation, ça c'est la électromagnétisme, interaction force, interaction faible et interaction forte. Bon, alors... Ces 4 niveaux de la nature sont reconnus maintenant de manière courante. Hein. Il y a beaucoup de choses écrites sur la théorie des supercordes, hein, qui est, on va dire, la théorie la plus achevée, hein, qui permet d'unifier ce niveau de force. Mais ça, par rapport au Veda, ça n'est qu'un aspect parmi d'autres. Non, mais je suis bien d'accord, mais là c'est une digression. Parmi les choses les plus fondamentales qui sont arrivées récemment, peut-être tu as suivi, tout ce qui s'est passé en 2004 avec la découverte de la matière noire et de l'énergie noire. Non, mais c'est amusant parce qu'on est en train de parler d'astrologie et maintenant on est à l'avant-garde de la recherche scientifique. Non, mais c'est pas du tout paradoxal, parce que qu'est-ce que c'est que l'astrologie? L'astrologie, c'est simplement de dire aux gens, voilà, vous faites partie du cosmos, vous n'êtes pas déconnecté de ce monde, donc c'est normal qu'on sache et qu'on comprenne comment les choses se passent à ce niveau-là. Ce que la science moderne a découvert donc en 2004, c'est qu'en réalité, la matière que l'on voit, hein, cette matière qui est là, qui a l'air solide, qui nous savons est faite essentiellement de vide, n'est qu'une petite partie de la matière qui existe dans l'univers. Il existe une partie importante de matière appelée la matière noire qui n'est pas perceptible par le niveau d'essence. Ça veut dire qu'on ne la voit pas. Et donc, les scientifiques, donc il y a plusieurs écrits qui existent sur le sujet, ont estimé qu'il y avait dans l'univers 4% de matière au sens où l'on entend de manière classique, 23% de matière noire, et le reste, c'est-à-dire les 74% restants, sont ce qu'ils appellent de l'énergie noire. C'est une énergie potentielle. En gros, ça revient à dire qu'un quart est constitué de matière et 3/4, on va dire, d'énergie. D'accord. Et quand on prend le Rig Veda, le verset 90 dans le Rig Veda dit, texto, dans l'univers, 1/4 de l'univers est manifesté et 3/4 est non manifesté. Donc, on voit bien qu'on arrive à une convergence complète, je dirais, dans la vision des choses de l'univers, puisqu'on est connecté à cet univers et l'astrologie ne fait que décrire la relation qu'on a à cet univers. Donc bien comprendre de quoi on parle me paraît être la base de toute chose. Donc on voit bien cette relation profonde entre la vision, je dirais, de la science moderne, la vision de la science védique, qui convergent complètement. L'autre fois, on avait parlé du Big Bang, de la théorie du Big Bang, donc, qui, elle, est plus qu'une théorie, parce qu'en fait, elle se fonde sur des faits qui sont indiscutables. C'est-à-dire que quand on observe les galaxies, comme ça a été fait donc, par tous les labos de la planète, on observe un décalage des radiations vers le rouge qui montre en fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres, et plus elles sont éloignées, plus elles s'éloignent rapidement. Donc on a bien un univers en expansion, ce qui laisse à supposer qu'il y a bien eu un moment, un point de départ, et ce point de départ qui est décrit dans le Sukta 191 du Rig Veda, 10e mandala, et donc qui raconte la naissance de l'univers à partir d'un point qui s'appelle en sanskrit Hiryanagarbha. Je ne sais pas si tu as dû en entendre parler, parce qu'on retrouve, voilà, c'est un peu l'œuf doré, je veux dire, qui est le point de départ de la création, et à partir de ce point de départ, l'univers s'est développé en séquence. Alors aujourd'hui, la science moderne dit l'univers à peu près 13,7 milliards d'années. Si on se fie à la science védique, il aurait autour de 75 milliards d'années. Alors bon, on ne va pas chipoter sur quelques milliards d'années, parce que pour nous, ça n'a aucun sens. On ne sait pas le rattacher, on ne sait même pas ce que c'est que 100 ans. Donc, et quand, par exemple, on voit au-delà de ces aspects, je dirais, dans la cosmogonie qui est dérivée du Veda, on voit qu'ils avaient des connaissances d'une précision étonnante.
tu sais, donc la distance, par exemple, de la Terre à la Lune est égale à 108 fois exactement donc le rayon. Et ça, je veux dire, c'est une connaissance donc, qui existe dans les textes védiques et qui montre quand même qu'ils avaient une compréhension de l'univers, de son mode de fonctionnement, de sa métrique, en quelque sorte, bien que ce n'était pas exprimé en mètres, hein. Il y a des unités propres au Veda, et on voit qu'il y a une convergence complète entre la science moderne d'un côté, la science védique de l'autre. Simplement, la science védique va plus loin parce qu'elle englobe toutes les connaissances qui intègrent, je dirais, les états de conscience supérieurs, ce qui n'existe pas dans notre science moderne, parce qu'elle a voulu se limiter à l'état de conscience ordinaire, je veux dire celui dans lequel on est maintenant, où le sujet et l'objet sont séparés. Je suis là, la chaise est là, et je perçois la chaise comme étant séparée de moi. Tiens, on a de la vie. Oui, je voulais vous demander, Jo Cohen, si vous aviez un accès direct au texte védique. Alors, et la société en question. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, parce que c'est vrai que d'abord le Veda, hein, le Veda qui est je dirais le point de ralliement, qui est l'origine. Dans tous les textes védiques et dans le Rig Veda, il est bien spécifié que le Veda c'est Shruti, ça veut dire c'est quelque chose qui n'est pas une création humaine. Et le Veda, donc, cette connaissance n'est pas une connaissance déductive comme s'est développée notre science moderne. C'est une connaissance qui est complète parce qu'elle intègre tous les niveaux, je dirais, tous les états supérieurs de conscience. Et c'est une connaissance qui a une origine, on va dire divine, mais il faut mettre le mot entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les textes signifient que les fameux rishis, hein, les êtres réalisés de l'Inde antique, étaient des gens qui accédaient à la connaissance dans le silence de leur conscience. Ça veut dire que le Veda est quelque chose qui n'est pas créé, donc qui est incréé, et qu'il est possible d'écouter, donc ces suites sonores, hein, les textes védiques, Om Shri Guru Bhyo Namaha, voilà, donc toutes ces suites sont disponibles dans la conscience de quelqu'un qui a réalisé en lui le silence absolu. En dehors du silence absolu, on ne peut pas entendre ces suites sonores. Donc premièrement, donc, voilà, et que ces suites sont simplement l'expression des lois de la nature, les milliards de lois qui gouvernent l'ensemble de l'univers. Il y a des lois pour ceci, pour telle autre chose. Les planètes ne se déplacent pas dans le désordre. Donc chaque on va dire, partie de l'univers, chaque partie de la physiologie des êtres humains répond à un certain nombre de lois. Les animaux répondent à un autre ensemble de lois, et ainsi de suite. Donc toutes ces lois de l'univers sont, on dirait, c'est le Veda. Donc ça c'est le premier niveau pour comprendre quelle est l'origine. Donc le Veda est quelque chose d'universel. Les Indiens en ont tiré, tardivement d'ailleurs, une religion qu'on appelle l'hindouisme. Mais c'est un phénomène tardif, et le Veda est quelque chose qui est au-delà, je dirais, de l'aspect religieux. Alors souvent les gens disent oui, mais tous leurs dieux, Shiva, Ganesh, Vishnu, etc. Le point qui est important par rapport à ces aspects, c'est le point suivant. Ces lois de la nature, ces dieux, ou on va dire ces déités, parce que bon, il y en a beaucoup, depuis Brahman le créateur jusqu'à donc Vishnu et les niveaux, il y a plusieurs niveaux. Ces lois, ce sont des lois de la nature. Et le grand principe dans le Veda, c'est qu'il y a une correspondance, et on la retrouve dans la Kabbale, cette notion, il y a une correspondance entre l'univers et la physiologie humaine. Toutes les religions du monde disent Dieu a fait l'homme à son image. Donc, dans le Veda, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on détaille cet aspect des choses. D'ailleurs, dans la Kabbale, qu'est-ce qu'on dit tous les textes de la Kabbale disent il y a une contrepartie cosmique à toute partie de la physiologie.
Alors, si on prend par exemple, prenons une déité comme Ganesh, Ganesh représente dans la tradition védique tout ce qui est l'aspect de la protection, et dans, on va dire, la mythologie, je vais mettre le mot entre guillemets, parce que ce n'est pas tout à fait juste de l'appeler comme ça, mais Ganesh, disons, gardait l'entrée de la grotte où son père Shiva était en pleine méditation. Et en fait, cette compréhension, je dirais, de la déité Ganesh, qui est d'ailleurs la déité de l'astrologie, comme tu le sais, hein, j'ai vu que tu avais marqué ça dans plusieurs textes que j'ai repris. Donc cet aspect de Ganesh, on le retrouve au niveau du cervelet. Le cervelet, au niveau humain, protège en fait les deux hémisphères cérébraux, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit correspond à Shiva, l'hémisphère gauche correspond à, on va dire, Parvati, et le cervelet correspond à Ganesh. D'ailleurs, quand on prend un dessin dans les traités d'anatomie, on va trouver quelque chose comme ça, avec ici le cervelet, et quand on regarde en détail, on voit quelque chose qui représente bien, je dirais, la tête d'éléphant et la trompe. Ah oui. Voilà. Donc, le cerveau droit correspond bien aux expériences de silence intérieur. Il y a eu plusieurs choses qui ont été écrites sur ce sujet, parce que nous, on est dans une société qui développe, je dirais de manière excessive, le cerveau gauche, qui est un cerveau analytique et beaucoup basé sur la pensée, et qui développons peu. Je dirais, on est des civilisations, tu as dû lire les travaux du professeur Israël sur ce thème-là. Donc voilà, simplement ce que la science védique nous enseigne, c'est que la correspondance entre l'univers et la physiologie est une correspondance parfaite, qui est une correspondance à la fois structurelle, c'est-à-dire qu'on retrouve dans la physiologie la structure de l'univers, et elle l'est également au niveau fonctionnel. Alors si on prend par exemple l'astrologie, pour revenir à notre sujet de départ, les 9 planètes qui constituent, je dirais, le premier pilier quand même de l'astrologie védique, les 9 planètes correspondent aux 9 ganglions de la base à l'intérieur du cerveau humain. Et dans ces ganglions de la base, on va retrouver le thalamus, on va dire, en dessous l'hypothalamus, en dessous le subthalamus, on va trouver le noyau codé, gauche le noyau codé nord et le noyau codé sud. À côté des noyaux codés, donc on va trouver le putamen, etc. Et chaque partie du cerveau qui est décrite donc par les neurosciences, puisque ça correspond au développement de la neurophysiologie, correspond exactement, en termes de structure et de fonction, aux planètes. Le thalamus correspond exactement au soleil. Le thalamus, on sait par les maladies qui peuvent arriver au niveau du thalamus que quand le thalamus est perturbé, la personne perd la capacité à coordonner ses mouvements. Donc, on va dire, le thalamus est l'orchestrateur, quelque part. C'est lui qui amène l'harmonie, la coordination. Et quand il est en état de faiblesse, parce qu'il est affligé, il y a une tumeur, ou quelle que soit la maladie, il y a une perte à ce niveau-là. Quand on regarde l'hypothalamus, en termes de fonction, l'hypothalamus correspond exactement à la description de la Lune. On prend disons, les attributs les plus basiques de la Lune et les attributs de l'hypothalamus, on les met en face et on trouve qu'il y a une correspondance qui ne correspond absolument pas au hasard. Alors tout ce que je te dis là n'est écrit j'ai failli dire dans aucun livre, dans un seul livre, donc qui est le livre du professeur Tony Nader, qui a écrit en fait, qui a décrit dans le détail, sous la conduite d'un maître spirituel qui s'appelle Maharishi Mahesh Yogi, donc qui a restauré le Veda et la compréhension ultime du Veda, et qui a apporté donc cette connaissance de la correspondance entre l'univers et la physiologie. Et
on va dire, à un niveau plus détaillé pour nous, parce que nous, on s'intéresse à l'astrologie, entre l'univers et sa réplique exacte au niveau du cerveau. Parce que quand on va plus loin au niveau du cerveau, on va trouver 12 nerfs crâniens qui correspondent exactement aux 12 signes. Par exemple, le nerf olfactif décrit exactement le signe du taureau. Le nerf optique est le 5e nerf parmi les 12, correspond exactement à la vision. Et on sait que le soleil, donc, qui gouverne le signe du lion, est connecté à la vision. Donc on voit que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Et derrière les 12 signes, on a aussi les 27 fameuses demeures lunaires qu'on appelle les nakshatras dans l'astrologie védique, qui correspondent aux 27 nerfs monoaminergiques qui définissent, d'après les connaissances de la neurophysiologie, des états, on va dire, altérés de conscience. C'est le terme qu'eux utilisent pour décrire l'influence de ces nerfs, mais nous, on sait par expérience que ça correspond aux expériences, je dirais, d'états supérieurs qu'on obtient par les techniques de bouddhisme, par encore que dans le bouddhisme, il y a différentes écoles. Moi, j'avais fait de la méditation bouddhique à l'époque, c'était du vipassana avec un maître qui venait de Londres tous les mois. Mais vous avez fait des séjours en Inde. Je vous en parlais, mais moi, je suis bouddhiste, donc... mais mais je connais très bien, en plus, moi, oui, j'ai accès, que j'ai des liens assez privilégiés avec les gens de Buddha Channel en France, donc c'est eux qui ont fait mes interviews, qui ont mis mes vidéos sur Internet. D'ailleurs, moi, j'ai rien demandé, c'est eux qui sont venus me chercher, donc je connais bien un peu les milieux bouddhistes. Voilà. Donc ce que je dis là, donc on va dire, c'est l'aboutissement de ce qu'est le Veda. Parce que même en Inde, beaucoup de gens aujourd'hui ont une mauvaise compréhension par rapport à ce qu'est le Veda. Bon, je dirais l'Indien moyen, pour lui, c'est la religion. Donc voilà, il croit à Vishnu, il pense que c'est un dieu. Oui, on va dire c'est une loi de la nature, donc qui correspond à certaines fonctions physiologiques précises. Et avec cette connaissance du Veda, on a à la fois, je dirais, une description de notre cosmos, de notre univers, et en même temps on a, à travers les suites sonores du Veda, tous les remèdes nécessaires pour rétablir l'ordre quand il y a désordre dans la physiologie. Et c'est ce qu'on fait quand on pratique des méditations. Il y en a avec des mantras, il y en a sans mantras, mais les mantras viennent bien entendu, je dirais, des Védas. Ce ne sont pas des choses qui ont été inventées sur un coin de table en Californie ou dans les coins qui nous marketent des trucs un peu à la mode. Donc ça, c'est des connaissances millénaires qui sont en train de revenir, qui atteignent un niveau de pureté qu'elles n'ont jamais eu avant, alors qu'il y a 50 ans, quand les Anglais étaient encore les maîtres en Inde, le Veda a failli disparaître, et la tradition védique est essentiellement une tradition orale, tu le sais, a failli être rompue, et donc les enfants des pandits qui apprennent le Veda du matin au soir. Donc ce qui est important, c'est que le Veda doit d'abord être déclamé régulièrement. Et le point qui nous perturbe en tant qu'occidentaux, c'est que les enfants, pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'ils deviennent quasiment adultes, apprennent à répéter le Veda sans se préoccuper du sens. Et c'est pas quelque chose... Comme les Juifs d'ailleurs. Voilà, c'est pas quelque chose qui est anodin. Ça veut dire que la forme prend le pas sur le sens. Et ça, dans une langue dont dérivent d'ailleurs nos langues indo-européennes, puisque le Veda c'est le sanskrit, et le sanskrit a un statut particulier. Quand on regarde je dirais, la façon dont le sanskrit est, je dirais, perçu, d'abord, c'est la seule langue qui contient une grammaire qui peut être quasiment informatisée. D'ailleurs, la NASA, pendant de longues années, a essayé de mettre sur informatique, je dirais, la grammaire sanscrite, puisqu'il y a, tu connais la grammaire de Panini, elle contient à peu près 600 et quelques règles on va dire la grammaire de Panini est un métalangage en termes informatiques. Et ça a intéressé les gens de la NASA parce qu'ils se disaient qu'avec une grammaire comme ça,
on pouvait faire de la traduction automatique, ce qui a été un peu le grand rêve de tous les gens avec de l'informatique. Alors, avec nos langues, avec les sens multiples et les grammaires compliquées, etc., on n'est jamais arrivé à faire quelque chose. Simplement, ils se sont heurtés à une autre difficulté qui n'est pas d'ordre informatique, c'est que le sanskrit, pour apprendre le sanskrit, il faut y consacrer une vie, voire plusieurs. Alors vous en êtes où alors par Alors rapport moi, j'ai commencé un petit peu à apprendre le sanskrit, j'ai pratiqué un peu de grammaire avec le professeur Michel Angot, mais très très honnêtement, c'est un moment dans sa vie, il faut faire un choix. On ne peut pas tout suivre à la fois, parce que moi j'ai fait de l'Ayurveda, j'ai fait de l'astrologie védique, j'ai quelques bases, on va dire, quelques compréhensions sur ce qu'est le sanskrit, ce qui n'est pas, les difficultés propres aux traductions des textes, parce que les textes qu'on a aujourd'hui par rapport à Jyotish, mais ça vaut pour tous les domaines, ce sont des textes qui ne valent pas grand-chose. Ça veut dire qu'il faut surtout ne pas se référer aux textes. Parce que quand on voit déjà les sanskritistes, les vrais sanskritistes, ceux qui connaissent la grammaire, parce que quand on connaît la grammaire sanskrite, on peut prendre un mot, on peut le découper en détail et dire voilà, la racine de ce mot c'est ça, et donc à partir de ce moment-là, on va dire le sens de ce terme dans le texte, c'est ça et ça et ça. Or, beaucoup de gens aujourd'hui utilisent des espèces on va dire, de dictionnaires de sanskrit prémâchés, et les traductions qui nous sont proposées en anglais pour une grande partie sont faites à partir de ça. Mais je veux dire, c'est plus des traductions, c'est des trahisons à ce niveau-là. Donc il ne faut pas trop se fier au texte. Il faut savoir que beaucoup de choses en Inde, en plus, ne sont pas mises sous une forme à laquelle on est habitué, nous, occidentaux. C'est-à-dire, quand on lit un traité de mathématiques, il y a un début, il y a une fin, chapitre 1, ensuite la leçon, on développe, etc. Ça n'existe pas. Cet aspect-là est enseigné par le gourou, et le texte qui vient derrière est un texte pour ceux qui connaissent déjà. Voilà. Et souvent, même pendant la période où les Anglais donc, ont envahi l'Inde, et encore ils n'ont été que les derniers, ils ont été envahis par les Grecs avant, par les Moghols, on faisait très attention à ne pas donner de texte ou de connaissances qui puissent être utilisés par d'autres, par ceux qui ne savaient pas. Donc par exemple, dans l'Inde du Sud, on retrouve des textes d'Ayurveda avec des tas de formules dont la fin se trouve au chapitre un tel, etc. Le maître le sait, ses disciples le savent, celui qui lit le texte, il ne voit rien du tout. Hein. Donc il dit, oh, bah, il y a une erreur, voilà. Voilà un petit peu, je veux dire. Et c'est dans ce contexte-là que nous, on doit essayer de trouver, je dirais, les textes fondateurs, les techniques qui vont avec. Donc c'est quand même une question qui est passablement compliquée. Ça veut dire que l'idéal, c'est bien sûr d'aller sur place, de rencontrer des maîtres de la tradition védique, qui puissent enseigner. Et en général, tu le sais, tu as été en Inde aussi, les gens font enfin les maîtres, ceux qui enseignent, font attention à ceux qui viennent taper à la porte. Hein. Donc, voilà, donc la question des textes, une question importante. Et puis après, bon, il reste, disons, par rapport à l'astrologie, il y a ce cadre théorique, donc là où on a une vision de ce qu'est l'univers, de notre relation à l'univers, de voir que nous sommes la réplique exacte de l'univers, que les sons du Veda sont des sons qui existent dans la nature, que les gens qui ont l'esprit qui a atteint ce niveau de silence peuvent entendre, hein, tout simplement dans la conscience. Donc voilà, on a cette compréhension de l'univers, et avec ça, à côté de ça, donc on a le cadre, disons, de l'astrologie qui signifie, voilà, que telle personne née à telle période, au moment où telle planète était là, la Lune était dans tel nakshatra. Alors, bien sûr, la position de la Lune va nous donner des indications énormes. Quand on rentre dans les détails, ça donne déjà une certaine inclination, on va dire, psychologique. On sait qu'une personne qui a sa Lune dans le premier nakshatra, qui est le nakshatra de Ashwin, tu dois connaître, voilà, Ashwin Kumar, donc là, la personne va avoir tendance
à vouloir faire le bien autour d'elle au sens de guérir les gens dans l'entourage. Donc ça, c'est l'inclination psychologique, mais on sait que derrière ça encore, il y a des expériences spirituelles par lesquelles la personne va passer qui seront d'une qualité spécifique. Alors qu'une personne, mettons, qui va être avec sa lune, qui est positionnée dans le nakshatra de Purvashadya, par exemple, va avoir des expériences spirituelles qui sont connectées avec l'eau purificatrice. Hein. Quand on regarde le thème de Bernadette Soubirous, on voit elle avait sa lune qui était dans ce nakshatra. Hein, et on sait, Lourdes, l'eau bénie de Lourdes, etc. Donc il y a toute une, on va dire, une mythologie de l'eau en tant qu'élément purificateur. Donc le nakshatra va nous renseigner sur toutes ces dimensions, donc de la conscience, de la façon dont la conscience a évolué, de la façon dont elle va percevoir les états supérieurs, et ainsi de suite. Donc voilà, et donc ce décryptage se fait en fonction bien sûr de ce cadre théorique de connaissance, et après, on va dire, après, ce qui est intéressant dans cette vision, on va dire, très englobante, et quelque part où il y a tout, où il y a tout, c'est une connaissance complète, hein, comme dirait Maharishi Mahesh Yogi, parce que c'est lui qui a apporté on va dire, ce cadre, mais qui a toujours existé, simplement, il l'a restauré. Hein, c'est quelque chose, on va dire, qui n'est pas de l'ordre de l'invention humaine. Et donc, avec ce cadre, je dirais, l'astrologue est quelqu'un qui doit avoir aussi une certaine connaissance de l'Ayurveda, parce qu'on sait que les états mentaux influent sur le bien-être des gens, sur leur physiologie, et que, par exemple, dans un thème, quand on voit que la Lune est en situation de détresse, on sait que la personne va avoir des problèmes au niveau mental, donc il faut pouvoir aider cette personne à gérer ses problèmes, donc ça veut dire qu'il faut connaître éventuellement quelques préparations ayurvédiques pour calmer le mental, pour calmer s'il y a un excès de Vata, Pitta, Kapha, donc les trois gouvernants de la physiologie. Donc il faut avoir ces bases-là, il faut connaître aussi tout le domaine, je dirais, des mantras, de la spiritualité, de ce qu'est la démarche spirituelle. Donc être astrologue, ça veut dire englober beaucoup de choses. Hein. Oui, alors j'ai quelques observations à faire, mais je pense que je vais peut-être plutôt laisser la parole à Milo Bay, à Laurent Crémadès. Alors, est-ce que vous avez des observations? Est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Est-ce que vous avez des réflexions, des nuances, des restrictions par rapport à ce que vous avez entendu? Je ne savais pas du tout dans quoi je venais, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que je venais... voilà, c'est ça. Donc, non, moi je dirais que... Non, ce que vous dites me parle beaucoup, ça c'est sûr. Bon, moi déjà, même si peut-être vous le savez, mais j'aimerais juste recadrer vite qui je suis pour répondre, pour que aussi peut-être vous... Bon, moi, j'ai fait de l'astrologie bien sûr, bon, d'autres choses, la numérologie, d'autres choses, mais j'ai été formé aussi à la psychophanie et à d'autres choses pour se connecter à l'âme et à l'inconscient par l'écriture et la parole. Et je travaille beaucoup en psychogénéalogie avec les ancêtres et avec, je dirais, les autres choses importantes. Et en lien avec le bouddhisme, bon, moi je suis dans un temple bouddhiste à Paris depuis quelques temps déjà. Bouddhiste, bon, japonais c'est Shinyo-en, exactement. Voilà. Bon, après, je dirais... beaucoup de choses à dire, non, mais bon, j'ai pris des notes. Bon, moi déjà, au niveau de l'astrologie dont vous parlez, védique, indienne, peu importe, je n'ai pas beaucoup de connaissances. J'ai lu, je connais, c'est pas cette astrologie-là que je fais, mais moi, disons, quand vous avez fait le lien entre l'univers et le corps, moi, en fait, ça m'a rappelé un truc très à la mode dans le développement personnel à l'heure actuelle, c'est pas un jugement de valeur, c'est ce que vous parlez, c'est ce qu'on appelle l'holistique. C'est en fait de ça dont vous parlez. C'est-à-dire que, effectivement, se rendre compte, on parle d'analogie dans l'astrologie, c'est qu'il y a analogie entre les différents compartiments. Alors après, on a différentes façons d'exprimer les compartiments selon notre religion, notre spiritualité, nos croyances. Moi qui ai été formé à Jodorowsky aussi, par Jodorowsky, bon, il a une façon de découper l'être humain, c'est un découpage, mais un découpage pour ne plus le découper et pour en faire une unité. Et donc effectivement, quand vous parlez
de ce dont vous parlez, oui, une planète, effectivement, il y a une symbolique, vous me dites si je comprends bien, en tout cas moi c'est ce que je pense, il y a une symbolique corporelle, et c'est intéressant d'ailleurs de se demander, tiens, à quel moment dans l'humanité on a trouvé cette planète qui existait avant, mais qui n'était pas là dans l'inconscient collectif de l'humanité, en tant que réalité. Si on parle des planètes dites lentes en astrologie classique, donc ça ceci c'est intéressant. Qui a fait la poule, qui a fait l'œuf, est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule, ou la poule qui a fait l'œuf? Ça aussi c'est très intéressant de se rendre compte de notre découverte de l'univers qui est une réplique de nous, au fur et à mesure, comme si c'était logique de découvrir l'univers et d'arriver à en faire une grille d'infinies possibilités. Alors qu'auparavant, ces planètes-là, elles étaient là bien avant qu'on se rende compte que finalement elles y sont, mais qu'elles n'intervenaient en rien consciemment dans l'intelligentsia astrologique ou autre, que ça n'intervenait pas. On s'arrêtait par exemple à Jupiter, Saturne. Enfin Saturne, et qu'encore on n'utilisait pas toujours partout, mais toutes les autres planètes sont nées après. C'est intéressant parce qu'on a découvert Uranus au moment où on a découvert plus ou moins l'électricité. Alors est-ce qu'on sait l'un qui a engendré l'autre ou l'autre qui a engendré l'un? C'est-à-dire qu'au niveau de réalité très globale humaine, on sait que la physiologie, si on peut dire, des planètes elles-mêmes, analogiquement, rappelle ce dont on se sert. Alors après, on ne va pas se demander si c'est en amont, en aval, mais ce dont on se sert pour évoquer la réplique de l'être humain. Et donc pour moi, ça fait que confirmer qu'une chose, c'est qu'on est le microcosme d'un tout. Il ne s'agit pas... Bon, je sais que vous êtes un partisan, je crois, toi, de la dualité, parce que vous en parlez souvent, c'est intéressant. Et puis, bon, moi, j'ai une démarche bouddhiste, une démarche spirituelle de par ce que je fais, sans être dans ce qu'on appellerait le syncrétisme, parce que c'est souvent un mot qui peut être employé par les détracteurs. Moi, je suis dans quelque chose où, pour moi, tout est relié. Il n'y a pas de séparation. Ça ne veut pas dire que tout est pareil, ça ne veut pas dire que le chaud c'est l'eau froide sur un plan relatif humain. Mais ça veut simplement dire que ça c'est très limité et c'est la vision du monde selon la théorie de la relativité. Selon... voilà. Mais moi c'est ça que ça m'évoque. Moi je dis souvent aux gens par rapport à l'astrologie qu'à l'époque, scientifiquement, dire que la Terre était ronde, c'était pas scientifique. En fonction du cadre scientifique, et à l'époque, c'est ça le cadre. Et à un moment donné, il y a deux fous, surtout un, qui s'est exilé, qui a décidé qu'il en était autrement, et qu'on parle de l'univers, la vision de l'univers a changé, et tout à coup, parce que le cadre de la science s'est élargi, où ça a transformé quand même puissamment, pas qu'astrologiquement, mais ça a transformé puissamment les réalités. Donc ne jamais oublier aussi que ce qu'on définit comme défini scientifique, c'est quelque chose qui est toujours à remettre dans un cadre d'espace-temps. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de cadre, mais pour parler de l'astrologie, bon, moi je crois savoir qu'on n'a pas les mêmes façons, enfin je suis même sûr, je ne sais pas la pratique, même façon de monter un thème. Déjà en Europe, on ne s'accorde pas sur les maîtrises. Déjà, bon, et puis c'est pas la même visualisation, on est dans un carré, dans un rectangle, dans certaines astrologies, dans d'autres c'est circulaire, bon, etc. Et puis il y a d'autres façons de monter le ciel. Mais ce qui est intéressant de se demander, moi il me semble, par rapport à l'analogie dont vous parlez, qui est la vôtre, et qui est parlante, ou la vôtre qui est partagée par des milliers de gens, voilà, c'est intéressant de se dire, mais comment se fait-il que cette personne-là, un astrologue védique ou indien. Bon, moi, j'ai pu y assister en tant que spectateur, parce que bon, je m'intéressais à ça, et ça c'était aussi mon travail, même si moi, à la base, je suis enseignant, conteur, et je donne des conférences sur bien des sujets, je ne me définis pas comme astrologue pur et dur au sens de mon activité. Même si je fais ça depuis tout jeune, que j'ai travaillé, j'ai suivi des cours, bon, j'ai une façon d'envisager les choses. En tout cas, c'est intéressant de se dire, tiens, certaines personnes disent de façon pure et dure que telle maîtrise de tel truc, c'est ça. Mais on va voir d'autres astrologues qui disent autre chose. Mais dans leur cohérence à eux, c'est juste. Quand on va les voir, on a l'impression que si on va les voir, alors même qu'on a simplement d'autres codes, quand c'est rangé dans un ensemble, et que ça forme une cohérence, et qu'on n'est pas dans une dispersion des savoirs, des savoir-faire, du savoir-être, de tout ce qu'on veut, ça colle. Donc à ce moment-là, avoir une définition, je dirais,
intellectuelle, sclérosante de ce qui devrait être, ou l'élément de tel signe ou pas, ou le mode, ou d'ailleurs de tel je dirais de se dire de maîtrise, de telle maîtrise, exil et pas exil, exalté, est-ce que c'est ça là, bon. Et alors, et puis maintenant, alors Pluton, c'est plus une planète, alors qu'est-ce que ça change pas. Bon. On s'en fout à l'arrivée, enfin moi je suis un peu... On s'en fout, parce qu'en fait, à l'arrivée, moi le ciel dont il m'a parlé, cet astrologue-là, et de ce que je voyais, c'était, je dirais, si on prenait un élément, un théorème de ce qu'il faisait, sorti de la masse de sa cohérence, ça n'était pas du tout pareil que l'astrologie que je fais. Ça n'interprétait pas du tout les mêmes choses. Mais dans sa cohérence à lui, on retombait sur les mêmes choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire du syncrétisme, ça ne veut pas dire qu'il faut dire que tout est pareil, mais ce qui est intéressant, il me semble, dans l'astrologie aujourd'hui, c'est lorsqu'on définit en fonction de notre vision européenne ou asiatique, ou pas asiatique, ou machin, ou oriental, de se demander, oui, mais le ciel que je défends, d'autres astrologues brillants et qui font quelque chose pour eux de très juste, ça marche aussi. Donc c'est là où il faut s'interroger. C'est comme, vous savez, en spiritualité, on vous dit quand vous achetez un livre, quand vous avez un pendule, que quand vous tenez un pendule, il tourne de la gauche vers la droite pour le oui, et de la droite vers la gauche pour le non. Les sourciers l'utilisent, on l'utilise aussi pour la divination, pour la spiritualité. Et puis, quand vous utilisez des cartes, on vous dit de couper de telle main, machin. Bon, c'était un petit peu la mode des années 80. Mais on sait très bien aujourd'hui que ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, dans la réalité, pourtant, si on veut définir ça rationnellement, il y en a qui vont vous donner une interprétation parce qu'on coupe de la main gauche et qu'il faut faire comme ça. Il y en a d'autres qui vous disent que ça doit tourner. On sait aujourd'hui qu'il y a des gens, des grands, ça tourne à gauche. Ce qui compte, c'est de ne pas changer tous les jours de convention. Ce qui compte, c'est que ce ne soit pas dans une idée de confusion et qu'on soit pur avec soi-même, qu'on sache où on en est et que le savoir soit le porte-parole d'un équilibre en nous, de quelque chose qui soit identitairement assumé. Bon, on peut faire tout un baratin, mais c'est ça qui compte. Et que je ne change pas d'avis tous les jours. Ce qui n'empêche pas que le cursus évolue et qu'un jour, au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, au bout de 20 ans, peut-être que vous ne pensiez pas exactement pareil il y a 20 ans, même si vous avez peut-être une ligne de fond, vous avez la vôtre, voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que c'est dans cette histoire, vous voyez, de se dire, ouais, mais alors, quel ciel, ouais, mais la sidérale, pas la sidérale, Labouré, par exemple, bon, a une façon particulière de faire, il fait de l'astrologie horaire et de l'astrologie aussi de révolution solaire très différente, assez différente. Son système marche, je ne l'ai pas nécessairement expérimenté au sens, mais je ne pense pas qu'il soit plus idiot ou plus intelligent dans la pratique, mais je ne parle pas au niveau de sa cervelle. Je pense dans la pratique, je ne pense pas qu'il soit plus idiot dans l'absolu que Hadès ou d'autres qui ont fait de l'astrologie horaire, qui ont écrit là-dessus, il y en a d'autres qui ont écrit, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant de se demander. Donc, effectivement, vous, par exemple, vous, si j'ai bien compris, hein, et c'est intéressant, vous avez une lecture en fonction du cerveau, parce que le cerveau, qui est une unité, est un morceau qui évoque les parties d'un tout. Tout comme il y en a, ils font de la réflexologie plantaire, et sur le pied, il y a tous les éléments du corps. Et d'autres, ils font de la réflexologie au niveau du cerveau. Et d'autres, ils font de la réflexologie, de l'auriculothérapie. Et d'autres, ils le font avec les mains. C'est qui ont raison? C'est les uns ou c'est les autres? Et il y en a certaines, ils ont une lecture des pieds. Par exemple, en réflexologie plantaire, il y en a certains qui n'ont pas exactement le même schéma en fonction des cultures. Est-ce que ça veut dire que celui qui appuie pas au même endroit pour aller traiter l'estomac, qui va avoir raison? Mais ce qui est important, c'est dans son ensemble à lui. Et si lui, dans sa conscience, c'est en accord avec sa conscience, ça va être juste. Ça ne veut pas dire qu'il faut, de façon mécaniste, dichotomique, débile, dire que tout est pareil. C'est pas ça non plus. Mais c'est ça qui est intéressant. Et donc vous faites une analogie avec le cerveau, c'est intéressant. Dans l'astrologie classique, vous la faites peut-être, hein, il y a une analogie des planètes avec les organes, globalement, ou les systèmes. Le système digestif, le système lymphatique, il y a les systèmes. Bon. On sait que Saturne, c'est le système osseux, par exemple. Bon, je ne sais pas, mais on peut retrouver à l'intérieur du cerveau, on peut retrouver ce que vous dites, si j'ai bien compris, ça j'apprends, moi je ne connais pas, si j'ai déjà lu ça me parle, voilà. On peut retrouver, si j'ai bien noté, voilà, soit par rapport aux ganglions, ou soit par rapport à d'autres types de nerfs, vous allez retrouver dans votre, je dirais,
dans votre arsenal à vous, vous allez pouvoir retrouver. Et ce qui compte, c'est que il y a une cohérence avec tout ça. Parce qu'après, à l'arrivée, si je commence à me demander si moi, là où je mets Uranus par rapport à la façon dont je lis le ciel, la constellation, pas la constellation, vous allez peut-être la mettre ailleurs, ou pas avoir le même ciel exactement, pas retomber sur le même truc. Et alors on va se dire, oui, mais comment ça se fait? Parce que vous mettez votre lune dans le lion, et puis moi je la mets ailleurs, enfin je sais pas, ou nani nana, bon. Mais à l'arrivée, on retombe sur nos papates. C'est ça. Après, voilà, c'est simplement, c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est pour ça qu'il ne m'intéresse pas spécialement. Ça m'intéresse intellectuellement, de voir le déroulé, de comprendre. Mais moi, il ne m'intéresse pas, je dirais, d'avoir la substantifique moelle intellectuelle, de savoir si Mars est en domicile ou pas en Scorpion, ou s'il est qu'en Bélier, ou si c'est Pluton. Ça, j'en ai rien à faire, moi. Ça m'intéresse comme sujet d'écoute, ça m'intéresse. Je suis intéressé parce qu'il y en a qui étudient, il y en a qui font des thèmes, il y en a qui l'étudient. J'en sais rien, mais j'imagine que vous le faites, que ça fait partie des choses que vous intéressez, de savoir je dirais, le bien fondé des liens qu'on fait entre les planètes, les signes, de là où ils sont, de pourquoi on la met là, pourquoi c'est absurde, pourquoi c'est pas absurde, d'où ça vient, et est-ce qu'il faut utiliser davantage, les constellations ou pas, ou est-ce qu'il ne faut pas les utiliser? Et moi j'ai envie de vous dire, qui c'est qui a raison? Celui qui utilise la lune noire vraie, la moyenne ou la corrigée? On fait comment? C'est qui? Est-ce qu'il y a des idiots, des intelligents? Eh bien moi je pense qu'il y a des idiots qui utilisent la lune noire et qu'il y a des intelligents qui utilisent les trois différemment, point. Alors après, il y en a qui utilisent même plusieurs. Bon, et qui en font je leur dirais leur couscous, sans nécessairement que ce soit un couscous immangeable. Donc c'est ça qui moi m'importe. Alors après, bon, parce que moi au niveau de l'astrologie, c'est plus l'astrologie psychologique m'intéresse beaucoup. Pardon, le bouddhisme et le karma m'intéressent. Et j'en parle aussi parce que c'est souvent mal compris en Europe, très très mal compris, le karma. Et le karma c'est quoi en fait, hein? Le karma c'est l'univers. Le karma c'est le rapport qu'on a dans nos différents cycles, dans ce qu'est la vie comme processus et comme lien avec ce dont on dépend. Et ce dont on dépend, c'est l'univers, c'est les planètes, mais c'est les autres êtres humains. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, le karma nous relie avec un collectif, avec quelque chose qui fait qu'on n'est pas tout seul. Voilà, alors après... Écoutez, monsieur, on va essayer d'alterner. Pardon. Il faut pas les prises de parole. Là, alors, je sais que vous êtes difficile vous n'arrivez pas à vous analyser, mais effectivement, il faut quand même arriver à ce qu'il y a un dialogue. Là, on a plutôt des monologues que des dialogues. Il y a un minimum de... Il ne faut pas dépasser quand même un minimum. Coupez-moi. Oui, non, d'accord, mais je sais que les gens du Midi, on a du mal à les couper. Alors là, effectivement, là, ça devient intéressant. On avait parlé à peu près pareil. Non, mais c'est pas une question de parler pareil, c'est pas tellement le critère, en fait. Le critère, c'est de laisser l'échange. Et bon, alors effectivement, et puis on n'avance pas tellement finalement, parce qu'il y a des questions sur lesquelles il faut revenir. Bon, on comprend, il y a un certain nombre de choses qui sont connues. Bon, il faut essayer de discuter là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas vraiment engagé une vraie discussion. Bon, moi, je regrette d'ailleurs. Hein, bon, parce qu'il y a des donc, bon, alors, Monsieur Cohen là, il va pas rester indéfiniment dans la journée, donc il faut quand même recentrer. Donc, je ferai les observations suivantes. Hein. À mon avis, il y a dans les prises de parole parce qu'en fin de compte, il y a des points communs entre tous les deux. Hein, il y a deux points aveugles dans ce qui a été dit par Cohen et éventuellement par vous. C'est bon, c'est vrai que ce que vous avez dit, si vous voulez, est indiscutable globalement. Bon. Maintenant, que vient faire l'astrologie là-dedans? C'est un autre problème. Effectivement, il est vrai que il y a un rapport entre l'univers et nous, et que nous faisions partie de l'univers. Bon. Maintenant, l'astrologie entre-t-elle dans cette logique-là ou pas? Vous dites qu'elle n'est pas. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bon, moi, je dis non. Je dis que l'astrologie introduit une logique nouvelle. C'est-à-dire qu'elle introduit un état de réalité nouveau. Donc, elle n'est pas simplement... Ce que vous dites est vrai, mais elle se construit par-dessus cela. Bon, c'est un peu comme dans la religion juive, parce que bon, vous avez le récit de la création, et puis vous avez
le don de la loi. Bon. Donc il y a deux moments dans la religion juive, et à mon avis c'est fondamental de garder cette question-là. De la même façon, l'idée qu'il y ait une astrologie qui ne soit pas forcément universelle, c'est-à-dire qui ne soit pas forcément pour tout le monde. Ça aussi, c'est une question qui est complètement squeezée. Là, hein. Il est évident que donc l'astrologie est universelle, que tout le monde est concerné, etc. Donc ça, il y a donc là pour moi deux grands problèmes. Vous pouvez répéter donc le premier point aveugle pour vous. Alors, le premier point aveugle, c'est que l'astrologie ne serait que une manifestation comme une autre du rapport de l'homme à l'universel. Hein, et donc, ce que vous dites, quand vous dites non à quoi? Vous pouvez juste répéter. Ben, je dis que l'astrologie, c'est quelque chose qui vient, que l'homme a ajouté à l'univers, mais qui n'était pas dans l'univers, en quelque sorte. Il a structuré l'univers. Bien sûr qu'il utilise des éléments de l'univers, mais il leur a apporté une dimension qui n'existait pas. Dans l'univers. Voilà, c'est ça. Bon, alors ça, c'est... Bon. Alors ça me paraît un point qui n'est pas du tout abordé par vous, qui d'ailleurs, moi je pourrais répondre à ça. Hein, comment je pourrais essayer de répondre à ça. Oui, non, mais je sais très bien, je connais très bien les positions des astrologues. La plupart des astrologues, aujourd'hui, pensent comme ça. Hein. Ils pensent que ils ont joué la carte de l'universel, voilà, tout le monde est, l'astrologie est dans l'universel, tout est dans l'universel, voilà, c'est la position basique. Il n'y a pas de séparation, vous faites comme s'il y avait une poule qui avait fait l'œuf, l'œuf a fait la poule, c'est pas comme ça. Attendez, moi écoutez, monsieur Bayard, moi j'ai ma position, je l'exprime, je sais très bien qu'elle est minoritaire, mais j'ai l'intention de la faire entendre, d'accord? Bon, donc effectivement, je suis bien d'accord. Et je suis en train de dire ce que je n'accepte pas. Alors, vous allez me dire que je ne suis pas d'accord. Évidemment que je n'êtes pas d'accord, parce que justement, je suis en train de dire que je ne suis pas d'accord. Donc, c'est pas la peine de dire que vous n'êtes pas d'accord, parce que, par définition, je me mets en désaccord. Donc, vous n'énervez pas. Hein, non, mais d'accord, mais attendez, parce que il est évident que si je dis que je ne suis pas d'accord, c'est évident que vous n'êtes pas d'accord. Bon, alors, ça va de soi. Non, c'était pour... Bon, alors donc, écoutez, et puis d'autre part, je voudrais quand même prendre le temps de parler, parce que vous avez une tendance à occuper le terrain qui devient problématique quand on a un temps réduit. Bon. Là déjà, alors donc effectivement, je vais faire entendre notre musique, hein, parce que on peut pas, et puis d'autre part parce que l'astrologie n'a pas forcément raison de se positionner de cette manière-là, ça peut poser des problèmes aussi. Donc elle joue alors soit comme aujourd'hui, et c'est intéressant de voir que il y a effectivement, quand les gens me disent, il y a le soleil et l'influence du soleil, bon évidemment l'influence du soleil. Alors de l'influence du soleil, ils en déduisent toute l'astrologie. C'est pas du tout évident. C'est des phénomènes d'extrapolation, n'est-ce pas? On part de choses qui sont évidentes et on construit par-dessus en disant ah ben le reste ça coule de source. Alors qu'en réalité là on a passé un chaînon qui est fondamental, c'est-à-dire que le moment par exemple où on est passé d'une astrologie solilunaire, saisonnière, à une astrologie des planètes et des étoiles, qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout du même niveau de connaissance. Les animaux ne connaissent pas les planètes, ils ne connaissent pas les étoiles, ça ne veut rien dire. Bon, donc eux... ne savent rien. Comment? Et moi non plus. Bon, d'accord, moi je dis qu'ils ne le savent pas. C'est ce que vous pensez. D'accord, moi je ne suis pas le seul à le penser. Non, mais... D'accord. Donc on n'a pas du tout le... Bon, donc il y a quelque chose d'autre qui s'est construit par-dessus, à partir d'éléments qui finalement... Les planètes sont des éléments relativement mineurs dans l'ensemble du Soleil. Enfin, c'est quelque chose. Bon, je trouve que c'est ça qui aide. C'est à cela qu'on a accordé de l'importance. Et c'est comme ça qu'on a construit l'astrologie. Donc effectivement, il y a cette espèce de superstructure l'astrologie n'est pas perçue dans vos discours comme une superstructure. Elle est simplement partie prenante, partie intégrante de l'univers. Bon. Et alors, le deuxième point aveugle de ce propos, puisque finalement le colloque que nous avons choisi, c'est le thème c'est unité et diversité. Alors, je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la diversité, justement, des pratiques astrologiques. Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, vous savez, c'est un problème comme la pyramide. En haut, il y a une unité, et plus on descend, plus il y a la diversité. Donc effectivement, à un degré inférieur, regardez par exemple, moi je prends toujours l'exemple du gouvernement. Quand vous êtes au gouvernement, vous devez faire attention à ce que vous dites. Maintenant, M. Baïa ou M. racontant ce qu'il pense, il peut dire ce qu'il veut. Donc si vous voulez, effectivement, il y a des degrés de responsabilité qui permettent une grande diversité. Bon. Alors effectivement, on ne parle pas avec la même liberté quand on est Monsieur Tout-le-Monde et quand on est ministre en service. Donc, alors, de la même façon, il faudrait essayer justement d'intégrer comment s'articulent la diversité et l'unité. Il y a une unité au plus haut niveau qui peut être perdue.
Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où, justement, dans un milieu astrologique, où la diversité est une évidence, mais l'unité n'est plus du tout. Donc là, c'est le deuxième point aveugle, c'est le concept du Noah, c'est ce qu'on a appelé le Noah, le nouvel ordre astrologique, c'est-à-dire le point aveugle, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on nous parle sans arrêt et inlassablement de la diversité de l'astrologie. Là aussi, ça fait partie. Alors, donc, premier problème, on nous parle de l'universel, n'est-ce pas? Et maintenant, on nous parle de la diversité, etc. Et en fin de compte, dans les deux cas, on manque quelque chose de fondamental. C'est d'une part le rôle de l'homme comme un être qui introduit une réalité supplémentaire, une lecture supplémentaire du l'univers. Il n'est pas là, il n'est pas en train de changer l'univers. L'univers est ce qu'il est, mais il le traduit, il l'interprète autrement. Et tout à l'heure, vous me parliez, au début de notre entretien, ce rapport entre le sujet et l'objet. Justement, l'homme n'est pas simplement quelqu'un qui subit l'univers, il le transforme d'une certaine manière aussi, par son discours. Et l'astrologie fait partie non pas tant de ce que l'homme a subi, mais de ce que l'homme introduit. Donc c'est l'autre point de vue. C'est-à-dire que ce n'est pas l'objet qui s'impose au sujet, c'est le sujet qui s'impose à l'objet. Et concernant la deuxième question,